Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct de la salle des conférences du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Première séance des questions d'actu pour Manuel Valls face au Sénat qui a basculé à droite le 28 septembre dernier. Beaucoup de questions aujourd'hui sur le projet de loi terrorisme actuellement examiné par la Haute Assemblée, mais également le positionnement du gouvernement face à ce Sénat de droite, et puis également des questions toujours et encore ici sur les collectivités territoriales. On va en parler dans quelques instants avec notre premier invité, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs UMP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous allez interpeller le gouvernement sur une question de politique internationale, à savoir la Turquie et ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan autour de la ville de Kobané. Il y a un sénateur, Jean-Pierre Vial, un sénateur UMP, qui a fait un communiqué aujourd'hui. Il demande à la France d'apporter de façon urgente une aide humanitaire et des armes pour défendre Kobané. Est-ce que vous soutenez la démarche de Jean-Pierre Vial? Bien sûr, je me suis longuement entretenu ce matin avec Jean-Pierre. C'est une heureuse initiative. Il l'a fait et il l'amène comme président du groupe d'amitié Franco-Syrie. Et je crois que c'est la raison de l'interpellation que je ferai dans quelques instants au Premier ministre. Nous avons tous été choqués, profondément choqués, de voir ces chars turcs massés, immobiles, spectateurs indifférents d'un drame annoncé, d'une ville martyre, Kobané, à un jet de pierre de cette ville qui est en train de vivre une tragédie. Et la Turquie ne fait rien. La Turquie ne fait rien alors même qu'elle est dans la grande coalition, alors même qu'elle est dans l'OTAN, alors même que c'est une grande puissance régionale. C'est insoutenable. Oui, mais ce n'est pas une surprise que la Turquie ne fasse rien pour défendre les Kurdes. Très franchement, on a d'un côté les Turcs, et je sais quel est le passif entre la Turquie et les Kurdes, mais en face, on a l'État islamique, on a la barbarie, on a le troisième totalitarisme. J'ai été le premier parlementaire français cet été à me rendre en Irak. J'ai reçu les témoignages qui sont effroyables, insoutenables des réfugiés à Erbil. Et je peux vous assurer, quand on a vu ces enfants, ces femmes, ces vieillards, quand on a reçu les récits, je peux vous dire qu'on s'engage. Ça fait partie de mes convictions, de mes engagements. Et je pense qu'il faut que le gouvernement lève en même temps une ambiguïté qui est terrible vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de sa possible entrée en Europe. Donc il faut faire pression aujourd'hui, c'est ce que vous demandez au gouvernement français, c'est de faire pression sur l'entrée de la Turquie en Europe. Je lui demande deux choses, de faire pression sur la Turquie pour que la Turquie puisse éviter le martyre de Kobané et des habitants, parce qu'il y a des femmes qui se battent, il y a des civils qui sont encore dans cette ville, qui sont enfermés dans cette ville. Mais je demande en même temps de lever l'ambiguïté. Est-ce que la Turquie a vocation à entrer dans l'Union européenne? Pour nous, non. Oui à un accord d'association, bien sûr, mais non à une adhésion pure et simple. Alors que les Américains, eux, sont plus préoccupés par ce qui se passe en Irak que par ce qui se passe autour de la ville de Kobané. Ça aussi, vous avez raison, mais quand on va sur le terrain, vous savez, l'État islamique, en réalité, a constitué une sorte d'État à cheval entre la Syrie, à peu près 25% de la Syrie, et un tiers de l'Irak. Donc, ils ont effacé la frontière entre ces deux États, et en réalité, ils sont en train de s'étendre actuellement en Irak. Il y a une grosse offensive aussi dont on parle peu, et en même temps en Syrie, autour de la ville de Kobané. Pour revenir aux questions d'actualité cet après-midi ici au Sénat, Bruno Retailleau, il y a une question de l'UDI, du sénateur Vincent Capo-Canellas, sur le positionnement du gouvernement dans une démarche constructive vis-à-vis du Sénat. Est-ce que ça, c'est pas un peu utopique finalement que le gouvernement de gauche se préoccupe de ce qui se passe dans un Sénat de droite? Non, je pense que le Sénat est de droite. Et peut-être que paradoxalement, ce sera plus facile pour le gouvernement qui, avant, avait soi-disant une majorité de gauche au Sénat, mais une majorité qui s'est très vite fragmentée. Donc les choses sont beaucoup plus claires, sont beaucoup plus simples. Et moi, ce que j'attends, c'est un comportement républicain, une coopération bien comprise, évidemment. Nous sommes dans l'opposition nationale, mais nous avons la majorité sénatoriale. C'est Manuel Valls qui répondra d'ailleurs à cette question. Qu'est-ce que vous attendez de son premier discours devant un Sénat de droite? Eh bien, je l'attends et nous l'attendons surtout le 28, vous savez. Gérard Larcher lui a demandé de s'exprimer pour remettre en perspective la réforme territoriale. Nous sommes l'Assemblée des territoires et nous l'attendons sur ce texte-là. D'une part, pour qu'il nous donne
du sens. Regardez, il y a encore eu des informations sur un autre report éventuel, un énième report éventuel des départementales et des régionales. Donc il y a un besoin de clarification et on va l'attendre effectivement dans les faits sur sur sa volonté de dialogue au moment de la discussion de ce texte. Alors Manuel Valls qui vient d'arriver au Sénat, on vient de le voir sur ces images. Il y a toujours. Où est le flou pour vous sur cette réforme territoriale? Parce que Manuel Valls, il a encore précisé pas mal de choses, notamment devant l'Assemblée des régions de France la semaine dernière. Donc pour lui, le calendrier est assez clair, à la fois sur le redécoupage des régions et puis sur ce qu'il veut faire autour des départements. Il n'y a que pour lui qu'il n'y a pas de flou. Le flou, il est partout. Le flou, il est sur le calendrier. Quand est-ce qu'on va voter? Vous vous rendez compte, si les départementales sont au mois de mars, c'est demain et on ne connaît même pas les futurs contours, si j'ose dire, de compétences des départements. Regardez aussi en matière de la trilogie départementale, puisqu'on nous a annoncé la disparition de départements, on nous a annoncé que des départements en milieu rural pourraient subsister et que, enfin, entre les deux, il pourrait y avoir des départements qui seraient des fédérations d'intercommunalité. On n'y voit pas clair. En 8 mois, dont 2 mois de vacances, le gouvernement a changé successivement 5 fois de pied sur les départements. Donc vous voyez qu'il y a besoin d'une clarification. Je suis très heureux que le Premier ministre ait accédé à la demande de notre président Gérard Larcher pour cette remise en perspective. Alors ce flou sur l'avenir des départements, ce qui explique des rumeurs, toujours sur le report ou non des élections départementales et régionales. Ce matin, il y avait une rumeur disant que les départementales allaient être poussées en décembre 2015 et les régionales en mars 2016. Matignon a fait un communiqué, disons non, on maintient notre calendrier mars 2015, décembre 2015 pour les régionales. Vous confirmez? Écoutez, je n'ai rien à confirmer, simplement j'ai lu comme vous sans doute le démenti de Matignon et je pense qu'effectivement c'était qu'une rumeur. Mais vous voyez que plus il y a de flou et plus il y a de rumeurs. Donc il faut cette clarification, nous l'appelons et ce sera le moment, le 28 octobre prochain pour le Premier ministre, justement, de donner sa ligne. Mais ce flou, ça vous sert plutôt, non? Vous qui allez partir en campagne pour ces élections départementales dès cet hiver. Non, je vais vous dire, ça sert personne parce qu'on a besoin, la France vit un moment difficile et si on veut redresser la France, y compris pour les collectivités, il faut stabiliser l'environnement. Voilà. Est-ce que vous espérez du Premier ministre, lors de son discours devant le Sénat le 28 octobre sur les collectivités territoriales, une inflexion, y compris sur le calendrier du découpage des régions? On sait que la deuxième lecture vient au Sénat. Après, le texte sur les compétences, est-ce qu'il doit arriver assez rapidement derrière? Non, je pense que là aussi, Gérard Larcher a donné cette impulsion pour que le texte n'arrive qu'à la mi-décembre, qu'on puisse en amont le préparer. Ce sera un texte fondamental, important, parce que c'est lui qui va répartir ce qu'on appelle les compétences, les attributions, le rôle entre chacun, notamment pour les départements et pour les régions. Donc il y a besoin de temps en amont pour le préparer. Et certains ici au Sénat réfléchissent à remettre à l'ordre du jour le conseiller territorial, c'est-à-dire la fusion entre le conseiller départemental et le conseiller régional qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous semble une bonne piste de travail? En tout cas, c'est une des 2 pistes sur lesquelles nous travaillons et la semaine prochaine, le groupe UMP tranchera entre ces 2 pistes, soit la fusion, c'était ça le conseiller territorial, la fusion des régions et des départements, soit la piste d'amélioration du texte proposé par le gouvernement. Le conseiller territorial qui n'avait pas été très accepté non plus sur le terrain à l'époque. Il y avait aussi, c'est vrai. Ça vous avez fait perdre le Sénat en 2011. C'est vrai que globalement, il y avait ce climat parce que, et moi ça m'avait profondément à l'époque irrité, j'avais même pas voté le texte à l'époque. Non, ce qui m'avait hérité, et comme d'autres collègues, c'est qu'on avait l'impression, nous les élus locaux, d'être les cibles privilégiées, tout allait mal, c'était de la faute finalement des élus locaux. Bon, je crois qu'il y avait eu un déficit d'exploitation. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, empire, non. Empire. Ouais, non. mais, oui, voilà. Mais alors, empire. donc du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut réformer le millefeuille territorial en France? Oui, écoutez, j'espère qu'on aura ici l'occasion, dans quelques jours, dans quelques semaines, de le montrer. Très bien. Écoutez, merci Bruno Retailleau. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque dans quelques instants va commencer cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Merci d'être venu en direct sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et effectivement, on entend la sonnerie de la séance retentir. On va donc voir Manuel Valls et le président du Sénat, Gérard Larcher, quitter ensemble le cabinet de départ pour se rendre dans l'hémicycle
l'hémicycle du Sénat. C'est la première fois bien qu'on va voir les deux hommes côte à côte depuis les élections sénatoriales du 28 septembre dernier et depuis que le Sénat a basculé à droite. Alors on va faire un petit point sur les questions qui vont être adressées au gouvernement par les sénateurs cet après-midi. On va commencer cette séance des questions d'actu par une interpellation d'Alain Richard, ancien ministre de la Défense, sénateur socialiste. Il va poser une question sur le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. C'est le texte qui est examiné cette semaine par les sénateurs et c'est Bernard Cazeneuve qui défend ce texte qui va lui répondre. Et puis après, il y aura donc la question de Bruno Retailleau sur la Turquie. Il y aura également la première question de François Baroin, tout nouveau sénateur. François Baroin qui était député, qui va interpeller le gouvernement sur le financement, sur les finances des collectivités territoriales. Et là, c'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui devrait lui répondre, alors qu'on a pu lire cette semaine un rapport assez assassin de la Cour des comptes concernant l'état des finances des collectivités territoriales. Manuel Valls, qui a priori, si j'en crois ce qui est prévu, devrait répondre à 3 questions cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. D'abord une question sur son attitude, son positionnement par rapport à cette assemblée de sénateurs de droite. Maintenant, ce sera une question du sénateur UDI Vincent Capo-Canella. Manuel Valls qui devrait également répondre à Bruno Retailleau sur la Turquie. Et puis il répondra, je l'ai dit tout à l'heure, à François Baroin sur les finances des collectivités locales. Alors parmi les autres thèmes qui vont être abordés, puisqu'il y a 10 questions pendant cette séance des questions d'actualité au gouvernement, on aura une question de Françoise Laborde, la radicale de gauche, sur le virus Ebola. Nous aurons une question du sénateur vert Jean Desessarts sur la taxe poids lourd. Ségolène Royal n'est pas présente cet après-midi au Sénat. C'est Alain Vidalies, le secrétaire d'État chargé des Transports, qui devrait répondre à cette question sur la taxe poids lourd. Il y aura également une question sur la situation des autoroutes. Voilà. Gérard Larcher ouvre cette séance des questions d'actualité au gouvernement. À tout à l'heure, à 16h, avec nos invités pour refaire ensemble cette séance. Lors de sa réunion du 9 octobre, la conférence des présidents a décidé, sur ma proposition, de reconduire à titre conservatoire le dispositif retenu jusqu'à présent pour les questions d'actualité. J'ai invité les présidents de groupe et le délégué des non-inscrits à engager une concertation en vue, le cas échéant, d'adapter la répartition des questions à l'évolution des effectifs des groupes et de rénover leur organisation. Cette concertation concernera également les questions cribles thématiques qui ont posé un certain nombre d'interrogations. Pour l'heure, je rappelle que l'auteur de la question, de même que là où le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. Il est important que chacun de nos collègues puisse passer dans le délai de temps qui est imparti et qui est retransmis par voie audiovisuelle. La parole est maintenant à notre collègue, M. Alain Richard, pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous terminons à l'instant pratiquement le débat sur le projet de loi destiné à lutter contre le terrorisme et c'est pour moi l'occasion de saluer l'esprit de responsabilité et la volonté positive qui s'est exprimée sur tous les bancs pour appuyer cette démarche législative du gouvernement. Au cours de ce débat, vous nous avez signalé un certain nombre de faits reconnus et préoccupants, notamment le nombre de ressortissants français qui se sont rendus ou qui sont en tentative de se rendre sur les théâtres d'opérations terroristes, dont plus d'une centaine sont déjà revenus en France, dans des dispositions d'ailleurs différentes suivant les uns les autres, et la persistance d'un mécanisme d'endoctrinement et d'embrigadement qui continue à affecter des personnalités un peu hésitantes ou un peu désaxées. Une vidéo postée sur YouTube hier, dont nous avons tous été témoins, appelle au meurtre de manière indifférenciée à l'encontre de nos concitoyens, démontrant ainsi de manière immédiate, de façon flagrante, la menace qui continue à se développer de façon insidieuse sur Internet. Donc, au moment où nous concluons positivement ce débat sur le projet de loi, Monsieur le ministre, il y a bien sûr
d'autres éléments que la législation nouvelle, l'ensemble des outils opérationnels dont l'État se dote pour contrer efficacement cette mesure et des démarches de coopération avec nos partenaires et alliés. Pouvez-vous nous faire une description des moyens de contre-attaque, de résistance dont le pays, sous votre autorité, se dote pour lutter contre ce phénomène? Pour répondre à M. Alain Richard, la parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Sénateur, je voudrais tout d'abord commencer par remercier le Sénat pour la qualité du débat que nous avons eu depuis hier et qui va s'achever après les questions au gouvernement et pour le travail très important qui a été fait par la Commission des lois, par vous-même comme rapporteur, par le rapporteur Jean-Jacques Hyest pour que ce texte soit amendé, amélioré et qu'il permette d'être plus efficace encore dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, nous voulons prévenir le départ de ceux qui s'engagent sur le théâtre des opérations terroristes avec le risque auquel ils s'exposent de la mort sur le théâtre de ces opérations et le risque auquel s'expose le pays après leur retour, de voir ces individus qui ont fréquenté toute forme de violence et d'actes barbares être inspirés sur le territoire national par les seuls instincts de la violence, ce qui expose bien entendu la sécurité des Français. Nous avons mis en place une plateforme de signalement pour les familles qui permet la mobilisation de tous les préfets et tous les procureurs ainsi que de l'ensemble des administrations de l'État, du ressort territorial de ces familles et de ces jeunes qui sont concernés par le basculement dans d'éventuelles entreprises terroristes, mais il fallait aller au-delà. Et la loi prend un certain nombre de mesures qui sont destinées à protéger nos concitoyens du risque terroriste. La première mesure, c'est d'éviter les départs, c'est l'interdiction administrative de sortie du territoire sous le contrôle du juge administratif qui est le juge des libertés. Il fallait réguler la communication sur Internet parce qu'un certain nombre de groupes terroristes utilisent Internet et les témoignages des familles nous l'indiquent pour faire basculer nos ressortissants dans le terrorisme et nous avons de ce point de vue-là mis en place un dispositif de sensibilisation des grands opérateurs, là aussi sous le contrôle du juge, pouvant aller jusqu'au blocage des sites en évitant les risques de blocage, de surblocage et les dispositifs qui peuvent être attentatoires aux libertés publiques. Nous mettons en place l'incrimination d'entreprises individuelles terroristes pour que le juge antiterroriste puisse avoir l'ensemble des incriminations pénales qui lui permettent de faire face à toutes les situations. Et enfin, nous agissons en Europe par une coopération avec les services des autres pays et les polices des autres pays, et nous le faisons en utilisant tous les ressorts du système d'information Schengen, un signalement spécifique combattant étranger dans le système d'information Schengen, la volonté d'aller au bout de la création d'un PNR européen, et nous irons devant la commission Libé du Parlement européen pour plaider la cause. Bref, en matière de prévention, à travers la loi, au plan européen, nous agissons pour faire en sorte que les Français soient protégés contre les risques terroristes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion du récent renouvellement d'une moitié du Sénat, les élus locaux ont exprimé leur incompréhension devant un certain nombre de réformes engagées par le gouvernement. Incompréhension devant l'absence d'une vision claire du devenir de nos collectivités locales, et plus particulièrement des territoires. Inquiétude marquée singulièrement quant aux baisses des dotations. Nous souhaitons que le Sénat soit associé, mieux associé encore, à la réforme territoriale. Mais cette inquiétude sur la réforme territoriale s'inscrit également dans un cadre plus global, celui d'une situation économique et sociale où malheureusement les mauvaises nouvelles s'accumulent. Appréciation très négative sur le projet de budget, tant de la part du Haut Conseil des finances publiques que de l'Eurogroupe, et peut-être demain de la Commission européenne, qui doute de la réalité des économies attendues. Absence de lisibilité sur la politique du gouvernement quant aux nécessaires réformes du marché du travail. Beaucoup de choses ont été entendues sur ce sujet. Sentiment enfin que notre pays ne sait pas encore entreprendre les réformes indispensables pour retrouver sa compétitivité et sa croissance. La France s'engage dans ce contexte très incertain, avec des déficits accrus, vers un niveau de dette qui franchit déjà la barre des 2 000 milliards d'euros. Cela peut-il durer? La question n'est pas tant de savoir qui est fautif ou qui a tort. La question n'est pas encore de renvoyer aux héritages des uns ou des autres.
elle est de déterminer comment le pays s'en sort aujourd'hui. Je le dis avec gravité, il n'est plus temps, je crois, de tergiverser. La nouvelle majorité sénatoriale, dans laquelle le groupe UDI-UC jouera tout son rôle, s'est engagée dans la voie d'une opposition lucide, donc constructive, selon le mot employé par le président Larcher. Lucide, nous devons l'être face à l'état du pays et aux difficultés auxquelles sont confrontés les Français. Responsables, nous le serons si le gouvernement emprunte un cap réaliste de réforme et d'adaptation de notre pays au monde moderne. Monsieur le Premier ministre, il faut parler en langage de vérité, certes, mais surtout agir à la hauteur des enjeux. Au-delà de vos déclarations, nous vous jugerons bien sûr aux actes. Ce sont ces actes que nous attendons et que nous souhaiterions voir consolidés. La démocratie parlementaire et le dialogue au Sénat, entre une majorité et une opposition, peuvent permettre d'améliorer substantiellement tant la réforme territoriale que le projet de budget et d'engager enfin les réformes structurelles dont la France a besoin. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à faire œuvre utile et à ouvrir avec le Sénat dans sa diversité le dialogue, ou resterez-vous tourné vers les plus à gauche de votre majorité, ceux-là qui, bien souvent, refusent les réformes nécessaires à l'adaptation de notre pays? Je vous remercie. Bien, pour répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, que je remercie de sa présence. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Vincent Capo-Canellas, depuis les élections du 28 septembre dernier, il y a en effet, ça ne m'a pas échappé, une nouvelle majorité au Sénat, et je veux, de ce point de vue-là, féliciter et saluer le président Larcher pour son élection, et je ne doute pas que nous aurons ensemble, dans le respect de nos opinions, un dialogue fructueux. Et je veux le dire très clairement ici, devant le Sénat, le gouvernement entend respecter le Sénat, comme je l'ai toujours fait à la place qui était la mienne. Le Sénat, quels que soient les contours de sa nouvelle majorité, doit poursuivre son travail. Il doit continuer à participer pleinement à l'élaboration de la loi. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Et je suis heureux de constater que c'est, Monsieur le sénateur, votre volonté. En ce moment même, nous l'avons rappelé il y a un instant, Bernard Cazeneuve vient de l'évoquer, le Sénat examine le texte de loi de lutte contre le terrorisme. Et au vu de la qualité des débats, il semble que vous allez adopter un texte après y avoir apporté toute votre expertise. Je l'avais moi-même éprouvé il y a presque 2 ans au moment de l'examen de la loi antiterroriste et je m'en réjouis. C'est la preuve que sur de nombreux sujets, comme sur la réforme ferroviaire adoptée au Sénat l'été dernier, nous sommes capables d'avancer ensemble et nous sommes capables de prendre des décisions que nous jugeons utiles, vous l'avez dit, pour l'avenir du pays. Vous avez exprimé des questions, des inquiétudes, notamment sur la réforme territoriale. Là aussi, je souhaite que le dialogue se poursuive. Je veux pouvoir expliquer clairement la volonté du gouvernement afin que nous puissions débattre sereinement de l'avenir de nos collectivités territoriales. C'est pourquoi, et sur la proposition du président Gérard Larcher, je viendrai devant votre Assemblée le 28 octobre pour une déclaration suivie d'un débat sur la réforme territoriale sous fondement de l'article 50-1 de la Constitution. Et je crois que ce débat sera utile. Il permettra, je l'espère en tout cas, c'est mon souhait, ma volonté, mon intention, de donner de la cohérence et du sens, parce qu'il en faut. L'inquiétude, des questions, les doutes, je les ai comme vous entendus, et cela sera important. Juste avant d'aborder le texte sur la nouvelle carte des régions, et j'espère que cette fois-ci vous en saisirez pleinement, et avant d'aborder le texte concernant les compétences des régions que le Sénat examinera à la fin de l'année. C'est une réforme majeure. Et puis, vous l'avez dit, dans les prochaines semaines, vous examinerez également les projets de loi des finances et de financement de la sécurité sociale. Sur l'ensemble de ces textes, j'espère et je souhaite que le Sénat travaille et améliore la loi. Le gouvernement est prêt à entendre et prêt surtout à entendre les projets, les propositions de la majorité sénatoriale sur l'avenir du pays, parce que je crois qu'il faut éclairer le pays à la fois sur les économies qu'il faut le faire, elles sont nécessaires, sur le projet européen et sur les priorités que chacun peut défendre.
Vous avez dit vous-même qu'il ne s'agit pas de se rejeter cette responsabilité. Très bien, donc éclairons le pays sur les propositions pour l'avenir. Et en tout cas, le gouvernement rentre dans ce débat avec la majorité sénatoriale, et sans oublier évidemment le rôle de la minorité et l'apport de chacun ici. La minorité, notamment le groupe socialiste et le groupe des radicaux de gauche, est au sein du gouvernement. Je ne doute pas que les uns et les autres apporteront leur part, leur contribution à la construction de l'avenir du pays. Voilà, monsieur le sénateur, l'état d'esprit qui est celui du gouvernement. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma question va s'adresser à Manuel Valls, le Premier ministre. Je le remercie d'ailleurs de l'expression qu'il vient d'avoir en réponse à l'un de nos collègues du centre. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques mois, c'était le 27 janvier, à Ankara, le président de la République a fait une déclaration concernant les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Dans cette déclaration, il indiquait, je le cite, que cela devait permettre à ce grand pays moyen-oriental de faire son évolution et de montrer de quoi il était capable. Depuis 9 mois se sont écoulés et nous voyons en effet de quoi la Turquie peut être capable. Elle est capable de fermer ses frontières aux Kurdes qui souhaitent aller sauver leurs frères à quelques dizaines de mètres de la frontière turco-syrienne. Elle est capable de fermer ses bases aériennes aux avions de la coalition alors même que la Turquie fait partie de la coalition internationale. Elle est capable de fermer les yeux sur le drame, sur la tragédie, sur le martyre d'une grande ville syrienne. Nous avons tous, mes chers collègues, en mémoire et à l'esprit, ces images de chars qui sont immobiles, massés à la frontière, complètement silencieux, spectateurs indifférents d'un drame pourtant annoncé. Ces images nous choquent, elles nous terrifient même parce qu'elles nous renvoient d'autres images de massacres. Elles nous renvoient aussi à des témoignages que cet été, j'ai pu recevoir à Erbil lorsque je me suis déplacé en Irak de réfugiés yazidis, chrétiens ou autres, qui sont des témoignages absolument insoutenables. Monsieur le Premier ministre, dans cette ville dont je vous parle, il y a des femmes combattantes, pas toutes, il y a des civils. La tragédie est en train de se jouer. Ils essaient, ces habitants, ces civils, d'échapper à une mort sans doute certaine, et ceci à quelques centaines de mètres de la Turquie. Qu'on ne s'y méprenne pas, la Turquie est pour moi un grand peuple. C'est un grand pays. C'est un pays de l'OTAN. C'est un pays qui frappe à la porte de l'Europe. Mais la Turquie est aussi un pays qui, actuellement, se montre insensible, indifférent à cette tragédie, à cette barbarie de l'État islamique. Allez un jour en Irak, recueillez, mes chers collègues, les témoignages qui m'ont été faits. Ils sont effroyables, ils sont absolument insoutenables. J'ai soutenu, nous avons soutenu, et nous soutenons encore les efforts de la France. Mais je vous pose une seule question. Est-ce bien raisonnable, Monsieur le Premier ministre, d'envisager l'entrée de la Turquie dans l'Europe? Angela Merkel, avec Nicolas Sarkozy, avait bloqué le processus. Il y a un an, vous avez ouvert aux discussions un chapitre. Merci de clarifier la doctrine du gouvernement à ce moment crucial des relations internationales. Merci de votre attention. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Bruno Retailleau, avec des mots particulièrement forts, vous venez de décrire une situation dramatique, celle que connaît la ville de Kobané, une ville frontalière de la Turquie. Et cette ville est le symbole du martyre d'un peuple, les Kurdes, avec qui nous avons des liens forts et à qui nous pensons, que nous aidons, que nous soutenons, peuple en proie à la guerre civile qui ravage la Syrie.
Et cette guerre civile, comme la France l'affirme depuis le début, depuis longtemps, menace la stabilité de l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Et nous voyons bien quelles sont les conséquences, par exemple, en Irak, là aussi, pour les Kurdes, pour les chrétiens d'Orient, pour d'autres minorités comme les Yazidis. Et nous devons y être attentifs. Le président de la République, ministre de la Défense et des Affaires étrangères, des parlementaires se sont rendus sur place, vous-même, pour rappeler ce qu'il en était. Et puis nous sommes évidemment inquiets aussi des conséquences sur ce pays ami et frère qu'est le Liban. À Kobané, les combats se déroulent sous les yeux de la communauté internationale. De nombreuses autres villes de la région, en Irak comme en Syrie, livrent, loin des caméras, une bataille désespérée contre la progression des forces djihadistes ou contre celle du régime de Bachar el-Assad. Je me suis exprimé hier à l'Assemblée nationale sur ce qu'il faut faire. Et je veux le redire ici au Sénat. La Turquie a proposé l'établissement d'une zone de sécurité et nous y sommes favorables. Et nous appelons la Turquie à assumer ses responsabilités et à ne pas détourner le regard du drame qui se joue à ses portes, à tout faire pour la protection des populations de Kobané, notamment en autorisant l'accès à ses frontières. Tous ceux qui sont en position d'agir sur le terrain doivent aussi le faire sans délai. La France accroît son soutien à l'opposition syrienne modérée. Le rythme des frappes qui s'est encore intensifié ces derniers jours a permis de ralentir la progression de Daesh. Ces frappes vont se poursuivre pour permettre aux forces kurdes de regagner du terrain. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, la Turquie, qui est un grand pays, un grand peuple, avec qui nous avons aussi une relation étroite, est engagée dans un processus de négociation avec l'Union européenne. Ce processus n'est pas lié à la situation en Syrie et en Irak. C'est un processus de long terme qui répond à l'intérêt commun de l'Union européenne et de la Turquie. Le président de la République, vous le disiez, à l'occasion de sa visite d'État à Ankara, a rappelé notre position. Les négociations entre l'Union européenne et la Turquie doivent se poursuivre. Et le peuple français sera, le cas échéant, et le moment venu, appelé à se prononcer sur cette adhésion, ainsi que le prévoit notre Constitution. Nous ne devons pas envoyer, et je termine avec ces mots, et je vous réponds très directement, Monsieur le Président Retailleau, un message d'isolement, mais un message de responsabilité, mais un message de rassemblement à la Turquie qui fait face à ses frontières à une menace qui concerne toute l'Europe. La Turquie doit assumer ses responsabilités. Nous ne devons pas non plus oublier la situation qui est la sienne. Et en tout cas, c'est le message à l'ensemble de la communauté internationale. Plus que jamais, il nous faut agir ensemble. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Françoise Laborde, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes. Elle concerne l'épidémie du virus Ebola qui sévit actuellement hors de nos frontières, mais qui pourrait se propager en Europe et en France. Et cette question a bien pour objet la préparation de la France. Comme chacun sait, l'épidémie poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest. On estime à 5 000 le nombre des victimes à ce jour. L'OMS prévoit 5 000 à 10 000 nouveaux cas par semaine avant la fin de l'année. L'explosion du nombre de malades est déjà visible dans les capitales du Libéria, du Sierra Leone et de Guinée. La Guinée, où s'est rendue la secrétaire d'État au développement et à la francophonie il y a quelques semaines, et dont le groupe RDSE salue l'action sur la scène internationale, puisqu'avec elle, c'est la France qui est en première ligne sur ce dossier, désormais qualifié de plus grave urgence sanitaire de ces dernières années par les présidents Obama et Hollande, la chancelière Merkel et les premiers ministres Cameron et Renzi. Madame la ministre, alors que MSF évoque une situation hors de contrôle dans cette zone de l'Afrique, comment ne pas redouter la propagation de l'épidémie en France? En tout cas, il est de votre responsabilité de l'envisager. Les nécessaires contrôles sanitaires dans les aéroports seront très certainement insuffisants.
Et la campagne de sensibilisation et d'information que vous avez mise en place il y a quelques jours est, elle aussi, bien évidemment nécessaire pour prévenir et protéger la population, mais elle s'avérera très insuffisante lorsqu'Ebola aura frappé sur notre sol. Dans ces conditions, Madame la Ministre, quel dispositif est prévu en cas de découverte d'un premier cas d'infection sur notre territoire? Comment parvenir à l'identifier au plus vite, avant même qu'il ne devienne contagieux et qu'il ne se propage dans les lieux publics? Et comment se passera l'entrée de ce patient zéro dans notre système de soins? Nos établissements de santé seront-ils en capacité de faire face pour accueillir et soigner plusieurs patients infectés? Aussi, que savez-vous de l'efficacité des traitements expérimentaux utilisés dans nos services de soins? Sans envisager des stocks proches de ceux constitués, on s'en souvient, pour faire face à la grippe aviaire, dispose-t-on des quantités suffisantes? Alors, Madame la Ministre, face à un risque de contamination du virus Ebola sur notre territoire, bien réel, même si probablement limité, la France est-elle prête ou le sera-t-elle? Pour répondre, la parole est à Madame Ségolène Deville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Madame la sénatrice Françoise Laborde, je vous prie tout d'abord d'excuser Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, qui est actuellement justement à Bruxelles pour une réunion des ministres européens de la Santé sur la situation concernant le virus Ebola. Vous l'avez rappelé, et Marisol Touraine a déjà eu l'occasion de le rappeler également, nous sommes à un moment clé de cette épidémie qui est majeure. Nous observons actuellement une forte aggravation avec une croissance exponentielle des cas en Sierra Leone et au Libéria. Le risque d'extension régionale est particulièrement élevé et le bilan est désormais de près de 9000 cas avec plus de 4500 morts, probablement très largement sous-estimé. Sans soutien international massif et coordonné, l'épidémie va continuer à s'étendre. La France, solidaire avec les pays touchés, a envoyé de nombreux spécialistes depuis le début de l'épidémie et recrute actuellement des volontaires pour monter un 3e centre de traitement en Guinée forestière avec la Croix-Rouge française et une formation sur place assurée par Médecins sans frontières. Le gouvernement salue le courage et l'engagement des professionnels qui combattent cette terrible épidémie et prennent le risque d'être eux-mêmes infectés, comme l'a montré la récente contamination d'une infirmière de Médecins sans frontières, fort heureusement guérie aujourd'hui. Alors, sur le territoire, pour répondre à votre question, Madame la sénatrice, nous restons très vigilants et mobilisés. Notre système de veille sanitaire est en alerte avec l'Institut national de veille sanitaire. Nous avons en France les moyens de détecter les cas, d'isoler et de traiter les patients. En cas de doute, en cas de fièvre après un voyage en zone épidémique, il faut appeler le 15. Marisol Touraine a récemment présenté des mesures fortes pour l'information au public. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 13 00 00, ainsi qu'un site internet et un point presse hebdomadaire. Mardi prochain, Marisol Touraine informera directement l'ensemble des représentants des professionnels libéraux et hospitaliers de santé, ainsi que les ordres professionnels. Enfin, dès samedi, des contrôles auront lieu à l'arrivée des vols en provenance de la Guinée à Paris. Concernant votre question plus précise sur l'efficacité du traitement, je prends la liberté de répondre en tant qu'infectiologue. Autant que je sache, c'est uniquement les traitements symptomatiques et en particulier la réhydratation qui, pour l'instant, ont fait la preuve de leur efficacité et ont permis de guérir les patients qui ont été traités dans les pays occidentaux, contrairement aux patients africains qui n'ont pas eu accès à ces réhydratations et à ces méthodes de réanimation. Vous le voyez, Madame la sénatrice, la France tient toute sa place dans la bataille mondiale contre le virus Ebola et garantit la protection de ses concitoyens. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Jean Desessard pour le groupe Écologiste. Il a 2 minutes 30. Monsieur le Ministre, c'est l'histoire d'une taxe. Une taxe acceptée par tous, mais que personne n'a le courage d'appliquer. C'est l'histoire de la taxe poids lourds. En août 2009, la majorité des groupes à l'Assemblée nationale votent pour le principe de la taxe. Vote des députés UMP, tous pour, moins une voix. Vote des députés PS et radicaux, tous pour, moins 4 voix. Vote des centristes, tous pour. Les communistes
et les écologistes s'abstiennent, non sur le principe, mais sur les modalités d'application. Nous pourrons en reparler, on avait peut-être raison. S'il y a eu un tel consensus, c'est que cette taxe poids lourds est vertueuse. Elle applique le principe du pollueur-payeur. En effet, les camions ont un double impact sur l'environnement. Ils usent les routes et polluent l'atmosphère davantage que les véhicules individuels. Il est donc normal qu'ils dédommagent la collectivité pour cet impact négatif, et ce, en fonction de la distance parcourue. Cette taxe a un aspect comportemental important. Elle décourage les comportements les plus pollueurs et incite les entreprises à revoir leur mode de production vers plus de proximité. Il est à noter que cette disposition est appliquée dans l'ensemble des pays européens, comme en Allemagne sur les kilomètres parcourus, ou comme en Grande-Bretagne sur la base d'une vignette. Cette taxe devait rapporter en France 1,2 milliard d'euros par an, 700 à 760 millions d'euros pour l'Agence de financement des infrastructures de transport, 230 millions d'euros pour Ecomove et les sociétés de télépéage, 160 millions d'euros aux collectivités locales et 50 millions d'euros de TVA. Je pense qu'il faut en finir avec cette idée de taxation punitive. Si l'on considère que l'on punit lorsqu'on lève l'impôt, il faut se préparer à des lendemains difficiles. J'emploierai plus volontiers l'expression taxation réparatrice. Et je rappelle la position globale des écologistes, un transfert des charges basées sur le travail vers les taxes environnementales. Quant à ma question, Monsieur le ministre, nous avons un manque à gagner de 1,2 milliard d'euros par an et nous avons un dédit vis-à-vis de la société Ecomove d'un montant de 1 milliard. Quelle taxation alternative va permettre de récupérer son manque à gagner? 6 nouvelles taxations. Cette nouvelle taxation va-t-elle respecter les principes de l'utilisateur payeur et de la redistribution aux collectivités? Et quand sera-t-elle mise en œuvre? Bien, merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. C'est aussi l'histoire d'une taxe qui, pour la première fois dans notre pays, confiait à une entreprise privée l'objet de recouvrer une taxe. C'est aussi l'histoire d'une taxe qui avait prévu 40% de frais de fonctionnement, tant et si bien qu'elle apparaissait de ce point de vue comme étant un peu irréaliste. C'est aussi l'histoire d'une taxe qui s'appliquait sur un bon principe auquel nous souscrivions, qui était le principe du pollueur-payeur. Mais pour pouvoir faire voter ce texte, on avait introduit dedans une bombe à retardement qui consistait à dire aux transporteurs, les pollueurs, mais non, finalement, ce n'est pas vous qui allez payer, car nous allons, par un mécanisme extrêmement compliqué, prévu par la loi, prévoir qu'en fait, c'est les chargeurs qui vont à la fin payer. Et lorsque les intéressés se sont trouvés face à face, les chargeurs et les payeurs, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ceux qui n'étaient pas les pollueurs au départ étaient ceux qui, in fine, allaient payer, d'où un certain nombre de mouvements. Vous conviendrez que ce gouvernement n'est pas pour grand-chose dans la signature du contrat, que nous avons été confrontés, que nous avons essayé de bonne foi de le mettre en œuvre, puisque ça avait été voté, tel était le droit républicain, mais qu'il y a eu une opposition extrêmement forte et que le gouvernement a été à l'écoute. Nous avons essayé de mettre en place un système qui était le péage transit de poids lourds. Ce système aussi s'est heurté à une très grande incompréhension. Et donc, la semaine dernière, nous avons décidé de suspendre sine die cette démarche. Le gouvernement souhaite à la fois garantir les revenus de l'AFITF, puisque c'est extrêmement important pour l'ensemble des investissements pour nous. Et puis, deuxièmement, faire participer effectivement, très clairement, les transporteurs au financement des infrastructures. Ce matin, j'ai réuni le premier groupe de travail qui était prévu par l'accord et j'ai annoncé que le gouvernement déposerait dans la loi de finances un amendement, 2 amendements plus exactement, pour majorer de 4 centimes ce que les transporteurs paieront, à la fois les 2 centimes qui vont être payés par l'ensemble des Français et les 2 centimes qui viendront de la remise en cause de la part contribution climat-énergie qui était
prévues dans la fiscalité. Ainsi, les transporteurs vont participer à hauteur de 320 millions qui s'ajouteront aux 800 millions qui sont déjà prévus comme recettes particulières pour l'AFITF. Le principe est respecté. Nous avons une nouvelle disposition et nous allons poursuivre avec les transporteurs une discussion pour parler avec eux de compétitivité, pour parler de social, pour parler de dumping social. Et je pense que nous avons remis, en respectant les principes qui étaient les nôtres, cette perspective de telle manière qu'à la fois les financements soient garantis et que les transporteurs soient associés à ces décisions. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Bossinot pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, dans la foulée de la question et de la réponse précédente, le gouvernement est à la recherche de nouveaux financements à la suite de la disparition de cette écotaxe. Et une évidence s'impose, la privatisation des autoroutes qui a amputé l'État d'une ressource conséquente. Elle a constitué, cette privatisation, une faute politique et financière, reconnue largement, y compris dans cet hémicycle. Pourtant, lors de la discussion de notre proposition de loi de renationalisation de ces concessions, le 19 juin dernier, seul le groupe écologiste a soutenu ce projet. Vous semblez aujourd'hui reconnaître que cette privatisation a permis la création d'une rente privée très lucrative s'accompagnant d'une hausse continue des péages et des suppressions d'emplois. Le manque à gagner pour les finances publiques est de l'ordre de 37 milliards d'euros d'ici 2032. Autant d'argent qui aurait dû financer l'amélioration des infrastructures et donc des conditions de transport des usagers. Cet argent va aujourd'hui dans les poches des actionnaires de Vinci, Eiffage et autres. Il est temps que cesse ce racket. Le gouvernement évoque la possibilité de renégocier ces concessions pour mettre à contribution ces sociétés. Vous le savez, et plusieurs ministres l'ont rappelé, juridiquement ce projet est difficile. En effet, les contrats sont bien ficelés et les efforts demandés aux concessionnaires se traduiront par des exigences de compensation. Nous craignons donc que limiter le débat à la seule renégociation condamne les pouvoirs publics à l'inaction. Nous affirmons alors que seule la nationalisation apporterait la clarté politique, mais aussi la sécurité juridique. De la même manière, nous ne pouvons admettre que l'écotaxe qui comblait le déficit lié à la privatisation des autoroutes soit à son tour remplacée par une augmentation de la fiscalité sur le diesel, comme vous venez de le rappeler, faisant peser une nouvelle fois principalement le financement des revendications du patronat sur les ménages. Est-ce cela une politique de gauche? Votre ministre de tutelle a promis d'aller jusqu'au bout des décisions à prendre. Et donc la question, allez-vous donc enfin envisager une renationalisation des concessions autoroutières? Et ne nous dites pas qu'une telle décision aggraverait les finances publiques. Vous le savez, l'investissement public a toujours été le gage des progrès économiques et sociaux, contrairement à la philosophie du nouveau plan de libéralisation porté par Bercy. Merci. Merci. Et pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Les conséquences de la privatisation des autoroutes en 2005 par le gouvernement de M. de Villepin ont fait l'objet d'une première observation par la Cour des comptes en 2008 qui, je cite, regrettait que le prix de cession des autoroutes ait été inférieur à certaines évaluations. Le 24 juillet 2013, la Cour des comptes a présenté un rapport spécifique sur les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. La Cour constatait, je cite, des rapports déséquilibrés au bénéfice des sociétés concessionnaires, des hausses de tarifs de péage nettement supérieures à l'inflation et le caractère contestable des hausses tarifaires issues des contrats de plan. Le 18 septembre dernier, l'autorité de la concurrence a souligné, je cite, la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires largement déconnectées de leurs coûts et disproportionnées par rapport aux risques en l'assimilant à une rente. L'autorité de la concurrence relève pour 100 € de péage payés par l'usager, entre 20 et 24 sont du bénéfice net pour les concessionnaires. L'autorité formule 13 recommandations, dont les deux suivantes: améliorer les conditions de la concurrence dans les appels d'offres des concessionnaires et introduire des clauses de réinvestissement et de partage des bénéfices au bénéfice de l'État. Le gouvernement
a déjà limité au maximum la hausse tarifaire en 2014 suite au rapport de la Cour des comptes, puisque l'augmentation a été de 1,15% contre 2,3% en moyenne jusqu'en 2012. Nous avons augmenté de 100 millions la redevance domaniale dès 2013, soit une augmentation de 50%. Actuellement, vous le savez, une mission d'information de l'Assemblée nationale travaille sur cette question et devrait publier son rapport vers le 15 novembre. Le gouvernement entend tirer toutes les conséquences de l'avis de l'autorité de la concurrence. Une première rencontre avec les sociétés d'autoroutes est intervenue cette semaine sous la présidence et l'autorité du Premier ministre. Une chose est certaine, le gouvernement ne restera pas sans tirer les conséquences de cet avis. Il fera connaître son choix à l'issue de la concertation engagée et avec l'objectif de préserver les intérêts de l'État, des usagers et de favoriser l'investissement créateur d'emplois. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Ségolène Deville. Madame la Ministre, mes chers collègues, la Journée mondiale du refus de la misère sera célébrée demain, vendredi 17 octobre, comme chaque année depuis 1987, journée reconnue par les Nations Unies depuis 1992. À cette occasion, vous avez accepté, Monsieur le Président Larcher, de recevoir ce midi, pour les remercier de leur formidable engagement, les responsables nationaux des associations caritatives et humanitaires de notre pays, prolongeant ainsi la volonté de Jean-Pierre Bel. Je tiens à vous remercier pour cette belle logique de continuité républicaine. Nous avons sur les bancs de notre Haute Assemblée des différences, des divergences, des oppositions. Elles peuvent être vives, mais c'est le signe d'une démocratie vivante. Pour autant, il nous arrive, notamment sur des sujets de portée internationale, de nous réunir lorsque l'inacceptable est à nos portes, menace notre sécurité ou encore les droits de l'homme. Mais mes chers collègues, la pauvreté, la misère, c'est aussi une violation des droits humains. La pauvreté et la plupart du temps son insupportable hérédité, c'est une violation des droits humains. Des hommes et des femmes qui n'utilisent pas leurs droits sociaux en général, et ceux liés à la santé en particulier, parce que les démarches sont trop lourdes, qu'il faut répéter sans cesse, et à des interlocuteurs différents, sa triste histoire, c'est encore une atteinte aux droits humains. Leur trop fréquente stigmatisation au lieu d'une main tendue, c'est également une atteinte aux droits humains. Dans un pays comme le nôtre, nous devrions non pas considérer que ces hommes, ces femmes, ces enfants, touchés par la misère sont des assistés, mais plutôt des ayants droit de notre République. Trop souvent, le non-recours sert de variable d'ajustement budgétaire inadmissible, alors qu'il devrait y avoir une volonté unanime pour sanctuariser les budgets liés à la lutte contre la pauvreté. Ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue, écrivait avec juste raison Simone de Beauvoir. Je souhaite, mes chers collègues, que nous soyons individuellement et surtout collectivement les porte-voix de la détresse des sans-voix. Madame la ministre, le 21 janvier 2013, un plan contre la pauvreté fut adopté. Pouvez-vous nous dire les évolutions constatées par rapport aux objectifs qui avaient été indiqués? Quelles nouvelles et indispensables étapes sont envisagées pour aller au-delà et ainsi avoir l'ambition d'éradiquer la pauvreté dans notre pays des droits de l'homme? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Ségolène Deville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard. Le 17 octobre, demain, sera effectivement la journée mondiale du refus de la misère. Alors, Monsieur le sénateur, je sais combien la lutte contre la pauvreté vous tient personnellement à cœur et je voudrais saluer ici le travail que vous avez réalisé sur le sujet, ainsi que la qualité des débats qui ont eu lieu ici même, sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, à l'occasion de la présentation de votre rapport il y a quelques mois. Le gouvernement tout entier est engagé dans la lutte contre la pauvreté. Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, adopté en janvier 2013, grâce entre autres au travail de ma prédécesseure Marie-Arlette Carlotti, mobilise tous les ministères. Son budget a été entièrement préservé. C'est un choix fort de ce gouvernement. Le plan pluriannuel comprend des mesures concrètes et je veux vous en citer quelques-unes. D'abord, pour améliorer le pouvoir d'achat des familles fragiles, le RSA est augmenté chaque année de 2% en plus de l'inflation.
Le complément familial est augmenté de 10% par an, ce qui équivaut à 200 € par an pour les familles les plus fragiles, ainsi que l'allocation de soutien familial qui fait l'objet d'une hausse de 5% par an, ce qui équivaut à 100 € par an pour les familles également les plus fragiles. Ce plan contient également des mesures concrètes pour l'hébergement et pour le logement, avec 7000 nouvelles places d'hébergement et avec, en 2013, 117 000 nouveaux logements sociaux et en 2014, 134 000. Je veux aussi citer les mesures concrètes pour aider les familles à payer leurs factures d'énergie avec le chèque énergie et pour favoriser l'accès aux soins avec l'élargissement de l'accès à l'aide à la complémentaire santé et à la couverture maladie universelle, ce qui à terme aboutira à 750 000 nouveaux bénéficiaires de ces aides. Quant à l'accès à l'alimentation pour les plus démunis, les crédits européens ont été confirmés, tandis que les crédits nationaux consacrés à l'aide alimentaire sont à hauteur de 32 millions d'euros par an. Ce plan comprend enfin des mesures pour les jeunes avec les emplois d'avenir, mais aussi la garantie jeune qui pour le moment concerne 10 départements, mais qui en 2015 en concernera 40. Et donc je vous confirme l'extension de la garantie jeune. Enfin, je veux vous dire aussi, monsieur le sénateur, car je sais que ce sujet vous est cher, que nous continuons à travailler sur la simplification des formulaires et des parcours administratifs pour faciliter l'accès aux droits de tous. Et nous ferons prochainement des annonces sur ce sujet. Nous ne pourrons pas éradiquer la pauvreté, vous le savez, mais il est de notre devoir de la combattre. Et comme l'a dit le président de la République, la pauvreté est une humiliation pour la République. L'ensemble du gouvernement est mobilisé et tous les engagements du plan seront tenus. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Baroin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Monsieur Baroin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur la préparation budgétaire et les enjeux de la loi de finances. L'économie française, vous le savez mieux quiconque, est malheureusement en cale sèche. Les causes sont nombreuses. Elles sont identifiées, elles sont au long cours depuis de nombreuses années. Parmi ces causes, il y a un environnement international très incertain sur lequel le gouvernement n'a pas de prise, ou pas directement. La situation en Russie, la problématique d'Ebola qui a été évoquée par Madame la secrétaire d'État à la Santé, la question syrienne, l'environnement général, le début d'un point d'inflexion sur la situation économique allemande qui crée évidemment beaucoup de questions et d'interrogations. Sur cette base, vous avez préparé un budget qui vise, et c'est heureux, à engager un processus que personne de sérieux désormais ne conteste, d'une réduction des dépenses publiques et d'une réduction des déficits, même si les objectifs ne sont pas ceux qui étaient annoncés il y a 2 ans. Dans les sources de dépenses, elles sont connues également, il y en a 3. Il y a celle de la sécurité sociale, de l'ordre de 600 milliards. Il y a celle de l'État, hors dette et pensions, de l'ordre de 280 milliards. Et puis il y a celle des collectivités locales, de l'ordre de 230 milliards. C'est-à-dire que la source de dépenses des collectivités locales est la plus faible par rapport à la totalité des sommes de dépenses publiques. Et c'est sur ces dépenses-là que les mesures que vous proposez dans le cadre de cette loi de finances 2015 portent l'effort le plus important. Et c'est toute la problématique qui nous interpelle, qui nous interroge et sur lequel nous essaierons en responsabilité et en conscience, au sein de la majorité sénatoriale, de vous formuler des propositions. Mais je veux vous alerter, Monsieur le Premier ministre, sur la réalité de l'effort qui est demandé aux collectivités locales. Vous avez été l'un des nôtres, d'ailleurs, comme maire, et vous savez l'exigence et la difficulté d'arbitrer dans ces budgets. Mais demandez aux collectivités locales, dans un discours d'ailleurs qui flatte un peu une forme de populisme, rendant les collectivités locales responsables d'une partie de la gabegie de la dépense publique, ce qui n'est pas acceptable. Demandez aux collectivités locales et au bloc communal, notamment, de porter l'équivalent de 38 milliards d'efforts, c'est-à-dire une suppression de 30% des dotations d'équipement et de fonctionnement. C'est absolument intenable. Ma question est double, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous à votre disposition des études précises sur l'impact en termes de croissance, de disparition d'emplois dans le bâtiment, les travaux publics, toutes les filières artisanales amont et aval, que peuvent induire ce type de mesures? Ma deuxième question, elle est peut-être plus sous forme d'ouverture. Êtes-vous prêt, vous-même, à piloter un groupe de travail de remise en cause d'un calendrier de participation de l'effort des collectivités locales, non pas pour être sur les 3 ans à 38 milliards, mais sur un terrain qui sera acceptable pour tous, pour les collectivités qui porteront la part de l'effort et pour l'État qui doit montrer le chemin? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur, je vois que vous êtes pleinement dans vos fonctions et peut-être même dans vos futures fonctions en prenant ainsi la défense des collectivités territoriales. Oui, j'ai des informations. Mon passage au ministère de l'Intérieur me permet d'avoir des éléments. Et quelques fiches, Monsieur Carucci.
Plus sérieusement, oui, il faut faire un effort. Et l'effort qui est en train d'être présenté à l'Assemblée nationale et qui le sera prochainement ici au Sénat par Michel Sapin et Christian Eckert est connu. 50 milliards sur 3 ans, c'est un effort important, sans précédent. 21 milliards pour l'année 2015, avec un effort demandé important pour l'État d'abord, pour l'assurance maladie et pour les collectivités territoriales. Aucun d'entre vous m'a entendu ici, ou n'a entendu un membre du gouvernement en charge de ces questions s'en prendre aux collectivités territoriales. Nous connaissons ici tous la légitimité des élus, et personne d'entre nous ne sombrera dans ce populisme, même si, nous le savons, les Français sont très attentifs, et c'est normal, vu les efforts qu'ils font depuis des années, ils sont très attentifs à la question de la dépense publique, pour l'État comme pour les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, les mêmes qui prennent pour exemple, pour critiquer le gouvernement, les conclusions des travaux de la Cour des comptes concernant l'État, sont les mêmes qui fustigent le récent rapport de la Cour des comptes concernant la dépense des collectivités territoriales. Donc, vous avez raison, il faut y travailler sérieusement, faire les études d'impact nécessaires. Et je suis à l'écoute non seulement des élus, je serai présent au congrès de l'Association des maires de France comme devant tous les congrès. Demain, je serai à Chambéry, même ce soir, mais demain, devant le congrès, le rassemblement des élus de la montagne, dans quelques jours devant les départements de France, pour entendre, pour convaincre aussi, et je suis aussi à l'écoute de l'ensemble des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Je l'ai dit jeudi dernier à Lille, devant la Convention des intercommunalités, je souhaite que les élus qui innovent, qui investissent et qui développent leur territoire soient encouragés et aidés. Et au-delà des économies que nous demandons à la nation, au-delà de l'effort que la nation consent pour soutenir les entreprises, pour les rendre plus compétitives, au-delà des réformes de structures qui sont indispensables, l'investissement et la préparation de l'avenir sont nos priorités. Donc nous devons nous appuyer sur les collectivités territoriales. Les contrats de plan y contribueront. Ils mobiliseront plus de 12 milliards d'euros de crédits de l'État sur les territoires sur 6 ans. Et près d'1 milliard, 990 millions d'euros, seront consacrés au volet territorial de ces contrats de plan. Et ils seront entièrement financés. Et Alain Vidali, je crois, a encore donné suffisamment d'éléments tout à l'heure pour montrer qu'ils sont en effet totalement financés. J'ai aussi indiqué qu'à l'occasion du débat sur le projet de loi de finances, je souhaite que nous puissions examiner ensemble des solutions complémentaires pour soutenir l'investissement local. Des amendements ont été déposés et adoptés en commission à l'Assemblée nationale. Et comme je l'avais annoncé, la hausse du FCTVA ne sera pas compensée au sein des concours aux collectivités. En 2015, c'est ainsi 166 millions d'euros qui seront sanctuarisés. Et le gouvernement donnera également son accord à la majoration du taux de FCTVA qui a été proposée par les parlementaires. Enfin, certains proposent la création d'un fonds de soutien à l'investissement local. Je suis ouvert à ce que nous poursuivons la discussion sur la création de ce fonds. Et donc, Monsieur Baroin, Monsieur le Ministre, je suis ouvert à toute proposition qui nous permettra d'avancer ensemble pour préserver l'investissement des collectivités territoriales, le rôle essentiel que ces collectivités jouent pour préserver le pacte républicain et social. Et en même temps, je serai attentif, vous le comprendrez, à l'équilibre de nos comptes et aux engagements de la France. Et moi, je suis prêt à engager un débat, je le disais tout à l'heure, le plus ouvert, d'autant plus que je constate, je ne crois pas que ça vient de vous, qu'y compris parmi un certain nombre de vos amis politiques, beaucoup proposent également une réduction drastique des dotations de l'État, et notamment pesant sur l'État et les collectivités territoriales. Et cette volonté de réduire à 100 ou 150 milliards la dépense publique, moi je souhaite qu'on l'explique comment, sur qui cela doit peser. Ça, c'est le bon débat à avoir. Mais en tout cas, je vous ai entendu, je propose que nous nous rencontrions vite pour voir dans quelles conditions, oui, nous pouvons travailler ensemble pour préserver, parce que c'est ça qui est essentiel, l'investissement des collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Portelli, pour le groupe Union pour un mouvement populaire,
vous avez la parole en vous demandant de contracter les questions et les réponses pour permettre à M. Patria de poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hier, les maires de très nombreuses communes de France ont dû prendre en charge les enfants des écoles maternelles et élémentaires durant une demi-journée. Il semblerait que cela doive se renouveler encore 3 autres demi-journées durant l'année, chaque fois pendant le temps scolaire, afin de permettre aux enseignants de se rendre à des réunions de concertation sur l'avenir des programmes. Madame la ministre, les maires ont accompagné la mise en place des nouveaux rythmes scolaires malgré les très grandes difficultés que cela engendre et même s'ils n'y adhèrent pas tous. En dépit des problèmes d'organisation et de financement, dont la lecture du projet de loi de finances montre qu'ils iront croissant du fait du désengagement programmé de l'État, ils ont assuré au mieux l'accueil des enfants et le fonctionnement de l'école le mercredi matin ou le samedi matin. Demandez maintenant aux maires de gérer, comme ils le pourront, la prise en charge des enfants pendant le temps scolaire, alors que la consultation interne engagée par votre ministère peut et même doit se dérouler sur le temps de service des enseignants, qui comporte, rappelons-le, outre les heures devant élèves, 108 heures dédiées à diverses actions, dont la concertation. Cela est inacceptable. Les maires, ainsi que l'AMF, vous l'a rappelé à plusieurs reprises, refusent de se substituer à l'Éducation nationale pour l'exercice de ses responsabilités. Ils demandent que le mode d'organisation des concertations avec les enseignants soit revu afin qu'elles se déroulent partout en dehors des heures scolaires des enfants. Ils demandent que l'État assume les conséquences de ces choix unilatéraux. S'il persiste à maintenir ces réunions durant le temps scolaire, et dans la mesure où les communes assureront l'accueil des enfants, ne serait-ce que pour permettre à leurs parents de travailler, il incombera au ministère de l'Éducation nationale de rembourser aux communes les frais de personnel engagés pour pallier à cette carence. Enfin, les maires demandent qu'une concertation s'ouvre avec l'État et entre l'État et les communes, afin que sur tous ces sujets, les communes ne soient pas toujours placées devant le fait accompli et que l'État ne se défausse pas sur les communes pour acheter la paix sociale avec ses enseignants. Pour vous répondre, la parole est à Madame Geneviève Fiorasso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Hugues Portelli, je prie d'excuser tout d'abord Najat Vallaud-Belkacem qui est en partance pour la Guyane. Alors, l'école française, comme vous le savez, souffre de performances insuffisantes de ses élèves. Le gouvernement a donc lancé un travail de réécriture du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour qu'il devienne le programme général de la scolarité obligatoire. Le Conseil supérieur des programmes a rendu public son projet de rédaction et le ministère de l'Éducation nationale a engagé une vaste consultation sur ce texte ainsi que sur les programmes de l'école maternelle. C'est un enjeu qui nous concerne tous, qui concerne l'ensemble de la nation et son avenir, les jeunes. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souhaité que toutes les parties concernées dans la mise en œuvre de ce socle participent à cette réflexion commune. La consultation qui a été lancée est d'une ampleur exceptionnelle et inégalée. D'ores et déjà, ce sont les 2 tiers des académies qui l'ont organisée pour recueillir les avis, les propositions de plus de 800 000 personnels d'enseignement, d'éducation et d'encadrement. Dans ce cadre, dans les écoles et les collèges, une demi-journée banalisée a été ou va être organisée afin de permettre au personnel de se réunir et d'échanger ce qu'ils n'ont pas le temps de faire sur le temps scolaire. Ces réunions associent non seulement les enseignants du primaire et du secondaire, les personnels de la vie scolaire, mais aussi les agents territoriaux spécialisés dans des écoles maternelles, les ATSEM, et qui relèvent, vous le savez, du personnel communal. D'autres demi-journées nationales ont d'ores et déjà été ainsi organisées dans le passé pour des débats traversant l'ensemble des secteurs de l'éducation nationale. Par exemple, lors des assises de l'éducation prioritaire à l'automne 2013, de la réforme du lycée en 2010, du débat national sur l'avenir de l'école en 2003 ou de la consultation des programmes en maternelle et en élémentaire en 2002 ou encore de la réforme du collège en 2001. Il est vrai que cette modalité, vous l'avez dit et nous l'avons entendu, implique de fait l'absence d'accueil des élèves dans les écoles et les collèges et les difficultés qui ont pu être causées aux élus ou aux parents n'ont pas été ignorées. C'est pourquoi, là où elles se manifestent, le ministère a invité les recteurs à consulter à nouveau
tous les intéressés afin de retenir la date qui serait la plus adaptée pour tous, notamment en secteur rural ou semi-rural. D'ores et déjà, dans 20% des académies, la date de consultation a ainsi été modifiée avec l'accord de l'ensemble des acteurs concernés. Si l'organisation de ces journées a pu être contestée dans certaines académies sur la base de leur organisation, dans certains cas sur le temps scolaire, le juge administratif a pu exprimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre ces demi-journées de consultation. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit, les modalités d'organisation à l'avenir sont susceptibles d'évoluer en tenant compte des réserves exprimées. Vous avez été entendu. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue François Patriat pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Relancer l'apprentissage, c'est relancer l'emploi et redonner espoir à beaucoup de jeunes de notre pays. C'est un constat partagé par tous. Or, vous le savez aujourd'hui, l'apprentissage va plutôt mal. Loin des 500 000 apprentis, le nombre d'apprentis a été en baisse en 2013 et en 2014 pour plusieurs facteurs que je n'évoquerai pas ici. Il reste que le chef de l'État a réuni le 16 septembre les assises de l'apprentissage, où il a expliqué ce jour-là que, conscient des difficultés que rencontre ce secteur, il allait donner demain les moyens, avec 200 millions d'euros, avec les fonds européens, pour relancer l'apprentissage de deux façons. La première, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui l'avez annoncé, 100 millions à la fois pour les filières et pour accompagner les apprentis. La deuxième, 80 millions pour accompagner les capacités d'hébergement et de nouvelles filières d'apprentissage. De surcroît, le 19 septembre, Monsieur le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une prime pour les employeurs d'apprentis de 1 000 € jusqu'à 250 emplois et qui s'ajouterait aux 1 000 € pour les employeurs qui ont moins de 11 salariés. C'est donc une prime de 2 000 € pour ceux-ci et 1 000 € pour les autres. Ma première question, c'est est-ce que ce dispositif s'applique dès maintenant? Deuxième question, très brève, Monsieur le Président. Elle concerne les normes dissuasives sécuritaires envers les employeurs qui aujourd'hui, avec les apprentis mineurs, ont des difficultés à pouvoir les faire travailler parce qu'il y a des normes sécuritaires trop draconiennes. Est-il possible, comme s'y a engagé François Rebsamen dernièrement en territoire de Bourgogne, de faire évoluer ces normes, puisqu'un apprenti peintre puisse monter sur une échelle jusqu'à 3 mètres de haut et ne soit pas dissuadé par la BEM de s'engager dans une filière qui est, convenons-le, est une filière d'avenir. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Patriat, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de François Rebsamen, qui est retenu à Luxembourg dans un conseil des ministres de l'Emploi. L'apprentissage, vous le savez, Monsieur le sénateur, est une priorité. Tous les acteurs en sont convaincus. Mais malgré cette reconnaissance et des résultats excellents en termes d'insertion professionnelle que vous avez rappelés, le nombre d'apprentis a malheureusement diminué de 8% en un an et le gouvernement ne se résigne pas à cette situation. Pour remédier, le président de la République a lancé une grande mobilisation pour l'apprentissage en réunissant les partenaires sociaux le 19 septembre dernier à l'Élysée. Et le budget que nous discuterons dans quelques jours, nous vous proposerons 300 millions d'euros supplémentaires consacrés à l'apprentissage qui permettra dès le début 2015, Monsieur le sénateur, de remplir les obligations dont vous avez parlé, les possibilités dont vous avez parlé, 1 000 € pour les entreprises de moins de 50, 2 000 € pour les TPE notamment. Il y a aussi, à l'occasion de ce sommet, annoncé un certain nombre de mesures qui renforceront l'attractivité de l'apprentissage et nous sommes maintenant à la phase de mise en œuvre de ces dispositions. Comme vous le soulignez, la réglementation récente a simplifié le système de dérogation, mais pose des difficultés de lisibilité pour le secteur du bâtiment notamment et de la mise en œuvre pour les métiers qui nécessitent des travaux en hauteur. En effet, si la possibilité pour des mineurs en formation de travailler en hauteur a été conservée sous prétexte d'une dérogation de l'inspection du travail, il a été exigé des moyens de protection collective. Or, dans certains cas, les équipements de protection individuelle sont utilisables et suffisants, mais pas les protections collectives, d'où un certain nombre de situations d'impossibilité à faire travailler, par exemple, les apprentis couvreurs. Aussi, pour le gouvernement, il importe de maintenir constant le niveau de protection des jeunes. Il est nécessaire de mettre
mettre à disposition des employeurs, notamment ceux qui n'ont pas de salariés et recrutent un apprenti, une offre de service pour les aider dans leur démarche. Le gouvernement souhaite apporter des réponses à ces questions en concertation avec les organisations syndicales et professionnelles. Le ministre du Travail saisira le Conseil d'orientation sur les conditions de travail en novembre et nous aurons une réponse le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée renforçant les dispositions relatives à la lutte contre ces questions le terrorisme. d'actualité au gouvernement, première séance des questions d'actualité présidée par Gérard Larcher depuis le retour du Sénat à droite. On se retrouve dans quelques instants pour refaire ensemble la séance.